17 janvier 1920, l'Amérique est mise au régime sec. Comment étancher sa soif? Un mot, contrebande. Prohibition, pour l'histoire. Mon père n'était pas un génie, mais il n'était pas idiot. La première chose qu'il a achetée quand il s'est mis à la contrebande d'alcool, c'est une Cadillac flambant neuve. Un grand modèle. Ah, ça, elle en jetait. On roulait dans Washington comme si on était les rois de la ville. J'étais encore tout jeuneau. Et dans ma tête, tout le monde faisait ça. Mais mon père me disait, ne pose pas de questions à tes copains, sinon ils te demanderont ce que je fais et ça ne les regarde pas. Ok. Je croyais que tout le monde vivait comme ça à l'époque. Le père de Donald Ward, Paul, travaille dans une fabrique qui produit le papier-monnaie destiné au trésor américain. Quand la prohibition est promulguée, il découvre une manière plus simple de gagner de l'argent. Souvent, son fils l'accompagne dans ses livraisons. Il avait sa petite mallette. Dedans, il y avait 6 bocaux d'1 litre remplis d'alcool. L'endroit le plus incroyable où on est allé livrer, c'était au Capitole, dans le bâtiment du Congrès américain. Vous vous rendez compte? J'en revenais pas. On passait derrière l'escalier principal, là on prenait l'ascenseur et on ressortait 1 ou 2 étages plus haut. À droite c'était le Sénat, à gauche la Chambre des représentants. Mon père entrait dans une antichambre, il disparaissait 10-15 minutes, et quand il ressortait, il me disait « On y va ». On prenait la voiture, on descendait East Capitol Street, et là mon père se rangeait contre le trottoir. Il sortait une enveloppe de sa poche et il comptait le fric. Que des billets de $100. D'un côté, les membres du Congrès votaient la prohibition, de l'autre, ils achetaient de l'alcool de contrebande. Selon moi, il y a 2 raisons pour lesquelles on obéit à la loi. La première, c'est parce qu'on comprend, de par son éducation, ses traditions, son milieu, que c'est la règle et que tout le monde doit la suivre. C'est ce qui se passe avec les lois anciennes. Les gens les respectent parce qu'elles s'accompagnent d'une pression morale très forte. La deuxième raison, c'est la peur d'être pris et d'être puni, surtout quand la loi est récente et qu'elle n'est pas ressentie comme étant vraiment morale. Le 16 janvier 1920, la prohibition établie par le 18e amendement à la Constitution américaine entre en vigueur. Le texte a été élaboré pour mettre le holà au fléau de l'alcoolisme, qui touche des millions de personnes. On ne compte plus ses ravages au sein des familles et les vies qu'il a détruites. L'opinion américaine, dans sa grande majorité, a soutenu cette mesure radicale. Beaucoup de femmes ont mené une véritable croisade pour que cette loi voie le jour. Désormais, elles ont acquis le droit de vote. La prohibition est la réponse à leurs prières, l'espoir de voir le gouvernement œuvrer pour une société meilleure. Et il faut bien admettre qu'au départ, les apparences sont encourageantes. La consommation d'alcool diminue d'au moins 1/3. La mortalité liée à la boisson chute, tout comme les arrestations pour ivresse sur la voie publique. Des vignerons californiens se mettent à planter des pruniers et des abricotiers à la place des vignes. La plupart des distilleries ferment et mettent leurs réserves de whisky sous clé. Une poignée de brasseurs, dont Anheuser-Busch, parvient à survivre et se reconvertit dans la fabrication de sodas, de glaces, de fromages, de levures et de boissons dites sans alcool, avec des marques comme Hoppy, Quiz, Pivot ou Bevo. À Wall Street, l'action Coca-Cola double sa valeur. Pour la plupart des Américains des petites villes, qui vivent depuis longtemps dans des régions où la consommation d'alcool est limitée, la vie suit son cours. Rares sont ceux qui verront un alambic illégal ou un agent de la prohibition. Tous sont heureux de fêter la disparition des saloons.
D'autres Américains, en revanche, décident de braver la prohibition dès le départ. Certains parce qu'ils la jugent absurde. Ils estiment que le gouvernement n'a pas à leur dicter leur conduite. Mais pour quelques-uns, la prohibition est une aubaine, l'occasion de s'enrichir. Les pieds de nez à la loi se multiplient. Du petit bar clandestin, le speakeasy, aux policiers de quartier à qui l'on graisse la patte, le réseau de corruption essaime jusqu'aux antichambres du pouvoir à Washington. Il y a l'alcool que l'on distille chez soi et que l'on vend aux voisins, et il y a les gangs, qui se livrent une guerre sanglante pour le contrôle du trafic d'alcool, et dont les méfaits font la une des journaux du matin. Derrière le paravent de la respectabilité, certains citoyens n'hésitent pas à exploiter les failles de la loi et entrent dans le cercle des criminels les plus prospères du pays. Le gouvernement opte pour une riposte musclée. Déterminé à faire appliquer les nouvelles règles, il n'hésite pas à contourner, voire même enfreindre des lois bien établies, quitte à bafouer les droits et les libertés individuelles pourtant garantis par la Constitution. En 1924, 4 ans après l'entrée en vigueur de la prohibition, le Boston Herald lance un concours auprès de ses lecteurs. 200 $ à celui ou celle qui trouvera un nouveau mot pour définir une personne qui se moque des lois et des règlements. 25 000 réponses parviennent au journal. 2 lecteurs se partagent le gros lot. Ils ont proposé le même mot, scofflaw, autrement dit, moque la loi. Tout le pays condamnait la consommation d'alcool. C'était on ne peut plus clair. Restait la question de la mise en place de la prohibition. Le Congrès vote des lois, mais ensuite tout dépend des autorités locales et fédérales, de leur manière de faire respecter ces lois. Voter une loi, finalement, ce n'est pas grand-chose. Le véritable enjeu, c'est de la faire respecter. Pour appliquer le 18e amendement, le gouvernement s'appuie sur une loi baptisée Volstead Act. Elle porte le nom d'Andrew Volstead, un élu du Minnesota qui l'a présenté au Congrès. Wayne Wheeler, le très habile dirigeant de la Ligue anti-saloon, a rédigé la première mouture du texte. Il a été l'architecte de la longue croisade pour la prohibition et il insiste pour que le Volstead Act soit aussi sévère que possible. Le 18e amendement prévoit l'interdiction de fabriquer et de vendre des boissons alcooliques. Mais le Volstead Act va beaucoup plus loin. Les membres du Congrès qui ont voté la prohibition, les 37 ou 38 États américains qui l'ont approuvée, l'ont fait en étant persuadés, pour la plupart, que la bière serait tout de même autorisée. Sauf que le Volstead Act a été beaucoup plus draconien que tout ce qui était prévu jusque-là par le 18e amendement. Une boisson alcoolique, c'est quoi? Beaucoup de gens ont présumé que la bière et le vin n'étaient pas visés par le 18e amendement. Mais selon le Volstead Act, toute boisson contenant plus de 0,5 ou 1% d'alcool était dite alcoolique. À ce compte-là, une forêt noire, une choucroute, de la sauce Worcestershire ou que sais-je encore, ont vite fait d'être illégaux. En pratique, boire de l'alcool n'est pas illégal, ni même en fabriquer chez soi pour sa consommation personnelle. Les particuliers et les clubs privés sont autorisés à conserver toutes les bouteilles achetées avant l'entrée en vigueur de la prohibition. Les plus riches mettent à profit les 12 mois que dure la mise en place de la loi pour faire des stocks avant la date fatidique. À Manhattan, le Yale Club engrange suffisamment de bouteilles pour étancher la soif de ses membres pendant 14 ans. Une durée ô combien prophétique. Les élus des régions productrices de pommes obtiennent la poursuite de la fabrication du cidre pour, disent-ils, préserver l'activité des épouses d'agriculteurs dans les vergers. Les fabricants de potions alcoolisées gardent leur licence. Tout comme les quelques distilleries autorisées à fabriquer du whisky,
destinés en théorie au seul usage médical. On pouvait rapporter de l'alcool chez soi, en toute légalité, si on avait une ordonnance. Ceux qui avaient les moyens de se payer une consultation chez un médecin avaient droit à une pinte tous les 10 jours, soit 3 par mois. Comme ça ne suffisait pas, plusieurs membres de la même famille tombaient malades. Ça a été une épidémie. Et à la fin de la prohibition, les médecins avaient prescrit plus de 6 millions d'ordonnances. Les fabricants d'alcool industriel, nécessaires pour des usages allant de la fabrication d'après-rasage et d'antigel à celle des fluides d'embaumement, peuvent eux aussi rester ouverts à la condition d'obtenir une licence de l'État. Le vin utilisé dans les églises et les synagogues reste lui aussi autorisé. Et très vite, les commandes décuplent, au point d'atteindre plusieurs millions d'hectolitres par an. Comme l'admet un homme d'église, à peine un quart sert à l'office. Le reste est totalement sacrilège. Chaque foyer de confession juive avait droit à une certaine quantité de vin par adulte et par an. Il suffisait d'avoir une attestation de son rabbin. Du coup, entre 1920 et 1921, les communautés ont explosé. À certains endroits, on est passé de 80 à 900 familles. Un autre signal a été la multiplication des rabbins. Ce n'est pas comme chez les catholiques, si vous dites que vous êtes rabbin, qui peut affirmer le contraire. C'est comme ça qu'on a vu fleurir des rabbins Kelly, rabbins O'Shanahan, des rabbins noirs. C'était des escrocs. En 1921, le nouveau président américain est un républicain, Warren Harding. À première vue, Wayne Wheeler et les anti-alcool ont désormais un allié à la Maison-Blanche. Mais en privé, Warren Harding n'est pas convaincu que la prohibition puisse marcher. Et s'il a officiellement banni l'alcool de la Maison-Blanche, le whisky de contrebande coule à flot lors de ses soirées poker 2 fois par semaine. Cette loi sera respectée. Nous ferons le nécessaire pour que l'alcool ne soit plus fabriqué, ni vendu, donné, transporté, de quelque manière que ce soit, sur terre, sous terre et dans les airs. John Kramer, commissaire de la prohibition. 2 services fédéraux se partagent la responsabilité de faire appliquer le Volstead Act. Un bureau de la prohibition est ouvert au sein du département du Trésor. Sa mission, arrêter les contrevenants, récupérer l'objet du délit et le détruire. Seulement, le Congrès ne mandate que 1500 agents pour tout le pays, soit 1 pour 70 666 habitants. De son côté, le département de la justice est chargé de poursuivre les contrevenants. À sa tête, Harry Doherty, un proche du président Harding. Il préfère le favoritisme à l'exercice de la loi. L'homme est entouré d'un cercle d'amis surnommé le gang de l'Ohio. Tous sont très portés sur la bouteille et ont été placés par leurs protecteurs à des postes fédéraux importants. Très vite, ils se rendent compte que leur situation peut leur rapporter gros. Il suffit de vendre aux bootleggers des grâces, des libertés conditionnelles ou une protection contre les arrestations et les poursuites. Quand on mène une croisade, on dépense beaucoup d'énergie et on se focalise sur un seul sujet, jusqu'au moment où la loi est votée. Après ça, le travail est fini. Les activistes ne vont pas camper sous vos fenêtres pour demander son application. Quant au gouvernement, si aucun lobby n'est là pour exiger qu'un budget soit alloué au respect de la loi, il consacrera cet argent à autre chose. Les gens qui ont soutenu la prohibition étaient contre les dépenses publiques. L'application de la loi se heurtait à la nature même du système politique américain dans les années 1920. Les gouvernements n'avaient aucune envergure et l'administration républicaine freinait les dépenses. Or, pour faire appliquer cette loi, il fallait se doter de moyens financiers. Et ça, pour les congrès à majorité républicaine de l'époque, c'était hors de question.
Dans le texte de l'amendement sur la prohibition, il était écrit que les États et le gouvernement fédéral assuraient l'application de la loi de façon conjointe. Mais l'espoir secret du gouvernement, c'était que les États s'en chargeraient. Et les États de leur côté se sont dit « Super, les fédéraux s'en occupent !» Tout le monde s'est dérobé. Le gouvernement fédéral veut que les États édictent leurs propres lois anti-alcool, tout aussi sévères, comme au Michigan, où une deuxième récidive est censée entraîner une condamnation à la perpétuité. Pourtant, le très catholique État du Maryland ne vote aucune loi relative à la prohibition. D'autres, dont le Michigan, finissent par édulcorer les leurs. Dans le même temps, les gouverneurs, les législateurs locaux, les maires et les conseillers municipaux se montrent souvent réticents à faire appliquer les nouvelles mesures. Puisque le gouvernement fédéral veut la prohibition, disent-ils, c'est à lui de la financer. Vous pouvez créer les lois les plus drastiques du monde. Si personne n'est là pour les faire appliquer, ça ne sert à rien. Imaginons que vous soyez le shérif d'un petit patelin dans lequel il y a un speakeasy et que le banquier de la ville, le chef de la police, le maire et tous les médecins du coin y aient leurs habitudes. Jamais vous n'y ferez de descendre parce que sinon vous ne serez pas réélu à votre poste. Il y avait des tensions entre le gouvernement fédéral et les autorités locales sur la question de qui devait gérer ce machin. Et dans une large mesure, elles ont lâché l'affaire en disant « Après tout, si les gens veulent boire, on s'en fiche. Notre boulot, c'est d'arrêter les assassins. » Le gouverneur du New Jersey va même jusqu'à déclarer qu'en ce qui le concerne, son État restera aussi ouvert à la boisson que l'océan Atlantique à la navigation. Le gouverneur de l'État de Washington annonce qu'il ne dépensera même pas le prix d'un timbre dans la mise en œuvre de la prohibition. Une année, l'ensemble des 48 États alloue un budget total de 698 855 $ à la lutte contre le trafic d'alcool. Par comparaison, c'est moins d'un huitième de la somme allouée à la lutte contre le braconnage. Malgré tous ces écueils, des millions d'Américains cessent volontairement de consommer de l'alcool, bien décidés d'être à la hauteur de l'esprit et de la lettre de la nouvelle loi. De nouveaux manuels de cuisine proposent des recettes sans alcool, des sauces sans vin, des pêches à l'eau de vie sans eau de vie. Les journaux et les revues invitent les maîtresses de maison à servir du jus de raisin soda on the rocks et des mint juleps sans bourbon. Dès que le gouvernement interdit une chose, il y a toujours quelqu'un pour dire « Moi j'en ai, passe me voir au coin de la rue ». Le 22 mars 1920, 2 mois après l'entrée en vigueur de la prohibition, sur un ponton isolé à quelques kilomètres au nord de Seattle, 11 hommes chargent avec peine dans 6 automobiles une cargaison de whisky canadien arrivée à bord d'une vedette rapide. Les contrebandiers agissent en toute sérénité. Mais lorsque le petit convoi quitte la côte et s'engage dans la montée un peu raide qui mène dans les terres, une dizaine d'agents de la prohibition lui barrent la route et ouvrent le feu. 2 voitures parviennent à forcer le barrage et à prendre la fuite. Les policiers reconnaissent l'un des chauffeurs. Il est arrêté à son domicile le lendemain après-midi. L'homme fait lui-même partie des forces de l'ordre. C'est le plus jeune lieutenant de la police de Seattle et le plus prometteur, Roy Olmsted. Marié et père de famille, il est si attachant qu'on le surnomme le petit lieutenant. Olmsted est renvoyé de la police. À son procès, il plaide coupable, s'acquitte de 500 $ d'amende et retourne à la vie civile. Il est désormais libre de se consacrer entièrement au trafic et devient bientôt le roi des bootleggers du détroit de Puget. Dans ses anciennes fonctions, Olmsted a pu constater à quel point la plupart des petits contrebandiers qui tentent de faire leur beurre grâce à la prohibition sont désorganisés. Il peut faire mieux et il le sait.
Aidé par 11 commanditaires qui le financent, il embauche des comptables, des livreurs, des manutentionnaires, des avocats, des marins, des chauffeurs de camions, au point de devenir l'un des plus gros employeurs de la région de Seattle. Il recrute également quelques amis de confiance au sein de la police, dont un jeune sténographe du nom de Edwin Hunt. Roy Olmsted triait ses hommes sur le volet. Il ne prenait que des gens doués dans leur métier. Mon père était son conseiller. Mais c'était Roy, le patron. Tout le monde l'admirait et l'appréciait. Ils étaient tous bien payés et c'étaient de vrais pros. La marchandise de contrebande arrive par bateau du Canada, où l'alcool est toujours autorisé. Les équipes de Roy Olmsted déchargent sur la petite île de Darcy jusqu'à 4000 sacs par arrivage. L'alcool est entreposé jusqu'à la prochaine nuit d'orage. Une flottille de bateaux rapides transfère alors la marchandise sur l'une des nombreuses plages bordées de forêts du détroit de Puget. De là, des camions l'emportent vers l'entrepôt central, une petite ferme isolée que Roy Olmsted appelle le ranch. Très vite, le trafiquant empoche plus en une semaine que ce qu'il aurait gagné en 40 ans de service dans la police. Il conserve chez lui une partie de ses revenus, cachée dans un panier à linge. Son coffre, comme il dit. Il achète le silence des autorités en arrosant à tout va. Les adjoints du shérif, les membres de la soi-disant brigade anti-alcool de la police, les conseillers municipaux, le chef de la police et même le maire, Doug Brown. Ed Hunt est chargé de graisser les rouages de cette organisation. Pour mon père, la prohibition était une loi immorale. Il n'avait donc aucun scrupule à l'enfreindre. Son travail était de payer la police municipale. Il décidait de ce que devaient toucher chaque semaine les agents, les sergents, les lieutenants, les capitaines. C'était le trésorier du gang de Roy Olmsted. Grâce à la coopération des personnalités qu'il soudoie, Olmsted peut même faire décharger sa marchandise au cœur de Seattle, en plein jour, et l'embarquer à bord de camions qui indiquent en grosses lettres « Poisson frais »,« Viande premier choix »,« Pâtisserie, tartes, cakes et cookies ». L'ancien policier a des principes. Même lorsque les gangs rivaux tentent d'attaquer ses entrepôts, il interdit à ses hommes de porter des armes. Rien n'est plus précieux qu'une vie humaine, assène-t-il. Il n'avait pas besoin d'avoir recours à la violence puisqu'il avait arrosé toutes les personnalités de la côte de l'État de Washington. Il savait que personne ne s'en prendrait à ses intérêts, étant donné qu'il avait toute la police de Seattle dans la poche. Dans toute la ville, des clients comme William Boeing, le pionnier de l'aéronautique, peuvent compter sur la qualité des produits vendus par Roy Olmsted. Son whisky n'est jamais frelaté. Les amateurs d'alcool de Seattle le surnomment bientôt le Gentleman Bootlegger. Il tenait le monde dans le creux de la main. C'était une époque romantique. Mon père n'avait pas du tout honte d'être un trafiquant. Il en était même fier. Et il m'en parlait. J'étais tout petit, mais je l'entends encore me dire « Eddie, si la prohibition revient, toi et moi, on montera un trafic d'alcool. » Mon père, je ne l'ai jamais vu avoir peur. Il gérait son affaire comme si la prohibition n'existait pas. Son job, c'était de répondre à la demande. Comme le font les grands magasins d'aujourd'hui, ils fournissent un produit. C'est comme ça qu'il voyait les choses. Le père de Zeke Alpern, Lou, a été cuisinier dans l'armée en France pendant la Première Guerre mondiale, puis manager de boxe et épicier dans le Queens, jusqu'à ce que la prohibition lui offre des perspectives plus lucratives. Pendant un temps, il a eu 5 magasins en plein Manhattan.
qui vendaient en fait de l'alcool. C'était sur la 49e rue, entre Broadway et la 7e avenue. En vitrine, il y avait des gravures de bouteilles de ginger ale et de coca, mais à l'intérieur, on pouvait acheter une bouteille d'alcool. Ces 5 boutiques généraient un gros chiffre d'affaires. Le matin, quand j'entrais dans le salon, la table à manger croulait sous les billets. Il y avait de l'argent partout. Je savais qu'on était riches. J'ai demandé à mon père comment il faisait pour travailler en plein centre-ville. Il m'a répondu, « Fiston, tous les flics sont au courant et tous reçoivent une enveloppe de ma part chaque semaine. » C'est comme ça que ça marche. New York était sans doute la ville où l'alcool coulait à flot bien plus qu'ailleurs. Il y avait des bars à tous les coins de rue et tous ses habitants, toutes les cultures qui étaient représentées, avaient un lien très fort avec l'alcool. Si on n'arrivait pas à imposer la prohibition dans cette ville, ce n'était même pas la peine d'y penser au niveau national. Dans un premier temps, conformément à la loi, les bars, les saloons et les clubs ferment. Aussitôt, des milliers de speakeasy ouvrent leurs portes. James Cannon Jr., évêque méthodiste de Virginie et ardent défenseur de la prohibition, surnomme la ville le trône de Satan. Fiorello LaGuardia, futur maire de New York, prédit « Il faudra 250 000 policiers pour faire appliquer la prohibition et 250 000 hommes pour contrôler la police. » Il n'y avait que 200 agents pour tout l'État, pour surveiller toute la ville de New York, toute la côte de Long Island, toute la frontière canadienne que les contrebandiers franchissaient avec de la marchandise. C'était mission impossible, même s'il y avait eu 2000 agents. Wayne Wheeler obtient que le bureau de la prohibition soit détaché de la fonction publique afin que les responsables puissent choisir des agents dévoués à la cause. Mais les choses ne se passent pas ainsi. Du jour au lendemain, n'importe quel homme politique qui avait un peu d'influence pouvait distribuer des dizaines de postes, et pas forcément à des gens compétents. Soldats, joueurs de baseball, cuisiniers, tous ceux qui voulaient un poste gouvernemental pouvaient s'engager au bureau de la prohibition. Ils recevaient une arme, un badge, un salaire ridicule et pratiquement aucune formation. Et tout ce beau monde était censé éradiquer la consommation d'alcool. Certains agents à la gâchette facile blessent des passants innocents et abattent des personnes qui n'ont peut-être même pas enfreint la loi. Ils exigent des pots de vin de la part des bootleggers. Au cours d'une descente, 4 agents sont si déçus par le montant du dessous de table qui leur est offert par le patron d'un speakeasy qu'ils font passer un chapeau parmi les clients. Corrompre un agent était très simple, très rapide. À New York, la première année, on a dû licencier la moitié d'entre eux. Ils venaient au travail avec des manteaux de fourrure, des bagues en diamants et des voitures neuves, des choses qu'ils ne pouvaient pas s'offrir avec leur paie. Beaucoup de policiers new-yorkais sont issus des mêmes quartiers que les personnes qu'ils sont censés arrêter. Ils font de leur mieux pour ne pas croiser la route des agents du bureau de la prohibition.
À New York, la grogne était aussi alimentée par les policiers, qui étaient majoritairement d'origine irlandaise. Ils trouvaient qu'ils avaient déjà assez à faire comme ça. Alors ils ont défié le gouvernement fédéral en disant « On n'a ni le temps ni l'argent et encore moins les moyens de courir après des types qui veulent juste s'en jeter un. » Pour Wayne Wheeler et la Ligue anti-saloon, une chose est claire. Il faut mettre un terme au chaos qui règne à New York. Son lobby presse les législateurs locaux de voter la loi Moulin-Gage, encore plus sévère que le Volstead Act. Désormais, les contrevenants risquent gros. Transporter une simple flasque sur soi, dans l'État de New York, devient aussi répréhensible que la détention d'une arme sans permis. Le pays tout entier nous regarde, affirme Wayne Wheeler au patron de la police new-yorkaise. Les habitants de la ville observent eux aussi la situation, et ce qu'ils voient ne leur plaît pas. Des centaines d'agents de police ne sont plus affectés à la protection des citoyens, mais chargés de fouiller les appartements et les passants. Un juge local se plaint que des agents sont assignés à la surveillance des restaurants pour s'assurer que personne ne boit, tandis qu'à 2 pas de là, des malfaiteurs braquent une bijouterie. Dans tout le pays, 44% du temps de travail des avocats est occupé par des affaires liées à la prohibition. Dans l'État de New York, ce sont 50 000 dossiers qui sont transmis aux fédéraux chaque année, dont une majorité d'infractions mineures. Les tribunaux sont noyés sous ce raz-de-marée. Pour désengorger le système, les juges sont contraints d'organiser des journées de négociation, où les contrevenants sont libérés s'ils plaident coupables et s'acquittent d'une petite amende. Quand ils voyaient le monde dans la salle d'audience, les juges se demandaient ce qu'ils fichaient là. Ils se disaient « J'ai travaillé toute ma vie pour être juge fédéral et me voilà en train de juger des affaires de boissons toute la journée. Bon, tous ceux qui plaident coupables et qui paient leur amende, je les libère. » Les policiers de New York sont à présent eux aussi en première ligne de la lutte anti-alcool. Bien entendu, la corruption est au rendez-vous. Pas une institution n'a été épargnée par le soupçon. Plus personne ne faisait confiance aux juges, aux flics ou aux enquêteurs. La corruption a gangréné toute la société. Au bout de quelques mois, les statistiques indiquent que les New-Yorkais qui bravent la loi boivent encore plus qu'avant l'entrée en vigueur du 18e amendement. Dans la plus grande ville d'Amérique, la prohibition reste lettre morte. Derrière l'interdiction, il y avait l'idée louable de protéger la population des ravages de l'alcool. Mais elle a été laminée par certaines conséquences de la prohibition. On voyait couramment des gens toucher le fond à cause de l'alcool. Si des millions d'Américains ont effectivement arrêté de boire, ceux qui persistent, hommes ou femmes, boivent davantage. Dans certains endroits, les arrestations pour conduite en état d'ébriété et ivresse sur la voie publique augmentent sensiblement, tout comme le nombre de cirrhoses du foie. Sans compter le risque que prennent les consommateurs en s'en remettant à des bootleggers incompétents ou peu scrupuleux. L'alcool de contrebande est souvent allongé avec de l'alcool de bois, de l'alcool à brûler ou d'autres produits toxiques qui peuvent entraîner la cécité, la paralysie et même la mort. C'est ainsi qu'en 4 petits mois, 15 000 Américains du Middle West sont atteints par un trouble neurologique grave, le J-Clegg, une forme de paralysie des jambes. La coupable est une essence de gingembre mélangée à du diluant pour peinture. Régulièrement, on lisait dans les journaux des grandes villes que 30, 40 personnes avaient été empoisonnées à cause d'un lot d'alcool de bois frelaté. Les gens se fournissaient auprès de revendeurs marrons qui ne pensaient qu'au profit. On a eu ça pendant toute la prohibition dans tout le pays. Pour ma part, je trouve que la prohibition valait la peine.
Elle a vraiment eu des résultats très positifs sur la vie des ménages et elle a contribué à améliorer la vie des gens. Je pense que c'était mieux de vivre dans une société sans alcool, même s'il y en avait encore en circulation. Si on voulait vraiment s'en procurer, c'était possible. La prohibition n'a jamais éradiqué l'alcool, mais elle a beaucoup aidé. En tout cas, c'est ce que je crois. Mais on ne peut pas régenter les mœurs. Ça, c'est une démarche personnelle. C'est tout. En juin 1924, la vie du roi des contrebandiers de Seattle, l'ancien lieutenant de police Roy Olmsted, se complique. Le 25 juin, deux hommes d'un certain âge pénètrent dans les sous-sols du Henry Building. L'un d'eux est un détective privé. L'autre, un dénommé Richard Fryant, prétend être un agent de la compagnie du téléphone. Mais il exerce en fait un métier tout récent aux États-Unis. C'est un professionnel des écoutes téléphoniques. Il a été embauché par les ennemis de Doc Brown, le maire de Seattle, afin de réunir des preuves contre lui et ses associés, dont Roy Olmsted, qui disposent de bureaux au deuxième étage du bâtiment. Profitant de l'absence du maire cette semaine-là, sa suppléante, Bertha Landes, un porte-drapeau de la prohibition, limoge William Severance, le chef de la police totalement corrompu. Après quoi, elle tente de fermer tous les speakeasies de la ville. Encouragés par cette démonstration rare de soutien de la part des autorités locales, les agents fédéraux entrent eux aussi en action. Un policier corrompu appelle alors l'homme en charge des livraisons d'alcool pour Roy Olmsted et l'avertit que le vent a tourné. Écoute-moi bien. À 16 h, le capitaine Bannick va prendre 50 hommes avec lui pour nettoyer la ville. Comstock vient de me le dire. Il est en train de tout fermer. J'ai déjà prévenu quelques gars. Tu te charges des autres. Dans quelques jours, ce sera le 4 juillet, la fête nationale américaine. La flotte du Pacifique est attendue à Seattle pour une escale. Des milliers de marins qui profiteront de cette permission pour étancher leur soif. Les commandes d'alcool pleuvent. Mais Roy Olmsted refuse d'ouvrir les vannes jusqu'à ce que son ami le maire revienne précipitamment en ville et ne réinstalle Severance dans ses fonctions de chef de la police. Pour honorer la quantité incroyable de commandes qui affluent, le roi de la contrebande est obligé d'aider aux livraisons en personne. C'est que tu vas te faire pincer, Roy. Non, je mens pas. Les fédéraux vont te faire tomber. Non, la ville ne fera rien. Et les autres salopards, je les vois venir à 100 mètres. Quelques jours plus tard, le détective privé qui avait aidé à monter les écoutes téléphoniques appelle Roy Olmsted. Il lui propose de détruire les retranscriptions de ses conversations contre $1000. Olmsted l'envoie sur les roses. Il est confiant et il a de quoi. Son avocat lui a assuré que les écoutes téléphoniques étaient illégales dans l'État de Washington et qu'elles ne pourraient être utilisées devant un tribunal. Sans compter qu'il n'existe pas d'enregistrement, juste une transcription établie après les notes de l'homme chargé des écoutes. Olmsted savait parfaitement ce qu'il faisait. Comme il parlait au téléphone avec les gros bonnets de la ville, il ne faisait aucun effort pour dissimuler quoi que ce soit. Et puis, personne n'avait encore utilisé d'écoute téléphonique pour inculper quelqu'un d'un crime commandité par téléphone. La loi est toujours en retard par rapport aux nouvelles technologies. Le gouvernement se montre donc toujours très offensif dès qu'un nouvel outil est disponible. Puisqu'on peut écouter les gens, on va le faire. Pour eux, les lignes téléphoniques n'avaient rien de privé. Donc, pas besoin de mandat, on écoute qui on veut, quand on veut. Richard Fryant
qui a installé le système d'écoute se rend chez William Whitney, le directeur adjoint du bureau de la prohibition de l'État de Washington. Il lui montre les transcriptions. Whitney le nomme aussitôt agent fédéral et le charge de mettre le domicile d'Olmsted sur écoute, en plus de ses bureaux, et là encore sans mandat. Grâce à cette opération, les fédéraux font une descente dans le ranch d'Olmsted et confisquent 151 caisses de whisky, de gin et de champagne. Le trafiquant devient prudent. Il commence à donner de fausses pistes au téléphone. Grâce à cette ruse, des agents fédéraux armés sont envoyés devant des entrepôts vides ou sur des plages désertes. À quelques mois de là, alors que Roy Olmsted et son épouse reçoivent des convives à dîner, William Whitney et 16 agents de la prohibition en armes investissent la maison. Ils ne trouvent pas d'alcool, mais saisissent des documents, des clés, des reçus. Puis Whitney appelle les complices d'Olmsted, les uns après les autres, en usurpant son identité. À chacun, il demande une livraison immédiate de whisky au domicile du contrebandier. Les bandits, dupés, se font arrêter dès leur arrivée sur les lieux. Quelques semaines plus tard, un jury d'accusation prononce la mise en examen d'Olmsted et de 90 autres prévenus pour association de malfaiteurs visant à enfreindre le Volstead Act. Certains associés du boss de Seattle acceptent de témoigner contre lui. Ed Hunt, son comptable, adopte une autre tactique. Mon père a dit aux fédéraux, « Si vous me poursuivez, je parlerai. Mais pas de ce que vous voulez entendre. Je dirai tout. Tous les noms de ceux à qui j'ai versé des pots de vin, les dates, les montants. Si c'est ce que vous voulez entendre, jugez-moi. » Ils ne l'ont pas fait. Roy Olmsted paye sans broncher 50 000 $ de caution, attaque en justice la compagnie du téléphone pour avoir autorisé la mise sur écoute de ses lignes et commande encore plus de whisky auprès de ses fournisseurs canadiens. Il pense sortir blanchi de cette affaire. Et à son procès, il éclate d'un rire franc lorsqu'il réalise que l'adjoint du procureur est l'un de ses clients réguliers. Mais le juge fédéral décide que les transcriptions des écoutes téléphoniques sont des preuves recevables. Les journaux titrent « Les écoutes ont parlé ». Olmsted est condamné à 9 000 $ d'amende et 4 ans de travaux forcés. On ne marche pas sur des charbons ardents sans se brûler les pieds. Je le sais bien. Je l'ai toujours su. Et loin de moi l'idée de me plaindre. J'ai enfreint la loi, ce qui est toujours une mauvaise chose. J'en paie le prix. C'est ma faute. Tous les bootleggers entrent dans la danse pour la même raison. L'appât du gain. Roy Olmsted. Le trafiquant et ses avocats sont tout de même sûrs de leurs faits. Les écoutes téléphoniques sont contraires au 4e amendement de la Constitution américaine qui protège les citoyens contre les perquisitions et saisies non motivées. La bataille juridique porte le débat sur un autre point de droit. Mon père a décidé de porter l'affaire devant la Cour suprême. La question, c'était de savoir si la fin justifiait les moyens. Il a lutté pied à pied et il y a laissé toute sa fortune. Mabel Willebrand, assistante du procureur général et grande figure du monde juridique, demande à ne pas porter le réquisitoire du ministère public. Car bien que convaincue de la culpabilité de Roy Olmsted, elle considère que les écoutes téléphoniques sont une violation injustifiée de la vie privée. Le tribunal confirme la condamnation de l'accusé à 5 voix contre 4. Cependant, le juge Louis Brandeis, qui siège à la Cour suprême, prend acte des préoccupations de Mabel Willebrand. Chose inédite dans une procédure fédérale, il affirme que le droit à la vie privée est inscrit dans la Constitution. Et il va même plus loin. Le plus grand danger qui menace la liberté, ce sont les dérives menées par des hommes zélés, bien intentionnés, mais sans discernement,
Dire que, pour la résolution des affaires criminelles, la fin justifie les moyens. Dire que le gouvernement peut commettre des crimes si cela permet de faire condamner des criminels, c'est prêter le flanc à un terrible retour de bâton. Louis Brandeis, juge de la Cour suprême. Au final, la Cour suprême ne statuera pas, et Olmsted se verra accorder la grâce présidentielle. Mais lorsqu'elle sera prononcée, il aura déjà purgé sa peine. L'idée des architectes de la Prohibition était de façonner une Amérique plus disciplinée, plus respectueuse des lois. L'effet est totalement inverse. Médecins, pharmaciens, agents fédéraux, législateurs, prédicateurs, rabbins, entrepreneurs de pompes funèbres. On ne compte plus ceux qui trouvent le moyen de s'enrichir en contournant la loi. La société américaine vacille et la situation ne va qu'empirer.